besoin de faire une présentation de qui on est. Ce que je peux dire en introduction néanmoins, c'est que cette présentation-là sur l'austérité, où on fait des présentations sur l'austérité associées à plusieurs domaines, dans ce cas-ci à celui d'éducation, mais on en fait beaucoup au Québec présentement. C'est la deuxième fois, en fait, qu'on est autant sollicité pour un sujet en particulier. La première fois, ça avait été pour la hausse des frais de scolarité en 2012, même 2011, déjà, ça avait commencé. Et c'est la seule fois qu'on a eu un engouement aussi gros pour une conférence. Donc, c'est annonciateur quand même d'un intérêt. Beaucoup de gens qui se posent des questions, qui essaient de comprendre ce qui se passe. Et dans le cas de l'austérité, contrairement à l'éducation, c'est évidemment beaucoup plus divers, les gens qui vont nous inviter. Il y a même des gens qui ne nous ont jamais invités dans le passé ou avec lesquels on n'a pas nécessairement d'affinité idéologique qui vont nous inviter parce qu'ils sont inquiets, ils comprennent qu'on est en train de toucher assez profondément à ce qu'on a au Québec là, comme institution, etc., etc. Donc, 45 minutes à peu près la présentation. Il nous restera probablement 15 minutes d'échange. Cela dit, vous êtes quand même un petit groupe, là, donc si vous voulez poser des questions pendant, surtout des questions d'éclaircissement sur des tableaux, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'arrêter. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la présentation? Qu'est-ce que c'est l'austérité d'abord? Quels sont les effets de l'austérité sur l'économie? Pourquoi l'austérité au Québec? Quels sont les effets de l'austérité sur l'éducation? Donc, c'est le contenu le plus particulier à la présentation d'aujourd'hui. Et s'il reste du temps, parce que déjà c'est un peu moins le ressort de l'IRIS d'aborder ça, mais on le fait quand même en citant nos expériences de 2012. On a vu comment le mouvement s'est développé en 2012. Donc, comment est-ce qu'on peut envisager une sortie de l'austérité? Qu'est-ce que l'austérité d'abord? Bon, il y a une définition officielle de l'austérité. Grosso modo, c'est de rééquilibrer un budget. C'est ce qu'on fait. On dit qu'on applique des politiques d'austérité en augmentant les revenus puis en coupant dans les dépenses. On est plus habitué de la partie des coupures. C'est celles qui sont les plus visibles. Mais il y a aussi d'aller chercher de nouveaux revenus. Ça va absolument toujours accompagner politique d'austérité. Dès le premier retour à l'équilibre à l'époque de Bachand, donc le gouvernement libéral précédent, le gouvernement Charest, Bachand faisait lui aussi des politiques d'austérité. Il coupait dans les dépenses, il limitait les dépenses à peu près partout, et il haussait les revenus aussi. Mais il ne haussait pas les revenus avec des hausses de taxes sur les plus riches ou des taxes sur les grandes entreprises. C'était en augmentant les tarifs. C'est là qu'on a commencé une révolution culturelle. Donc ça aussi, ça fait partie des politiques d'austérité. Ces nouveaux revenus-là qu'on va chercher par le biais de la tarification. Je vais revenir à ce sujet-là. Donc ça, c'est une définition qui serait officielle et qui n'est pas particulièrement utile parce qu'elle ne dit pas grand-chose, honnêtement. Ou en tout cas, elle donne une impression qui est trompeuse ou elle donne une impression de neutralité. Donc, dans ma présentation, le principal objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de dire que derrière cette définition très neutre, presque technique de l'austérité, il y a une autre définition qu'on gagne à mettre de l'avant et qui, à mon avis, est beaucoup plus appropriée pour décrire le phénomène qui est en cours présentement, qui n'a rien d'un simple ajustement comptable. On est en train de faire des choses beaucoup plus profondes que ça présentement au Québec. Une idée que je rappelle dans chacune des conférences, parce qu'on l'entend déjà plus assez souvent, c'est que l'origine de l'austérité, l'origine récente, si on veut, c'est une crise économique. On a tendance déjà à l'oublier. Cette crise économique de 2007-2008, déjà, on la mentionne très peu. Et qui a la responsabilité de cette crise en 2007-2008? C'est monsieur et madame tout le monde qui sont des gens irresponsables qui consomment trop ou qui prennent trop de risques. Non, la responsabilité de la crise de 2007-2008, c'est des produits financiers de Wall Street qui ont été rendus possibles par la déréglementation des banques. On les a beaucoup dérégulés, en fait, les banques, on leur a permis de faire toutes sortes de choses, et ils ont bâti des édifices de produits financiers qui étaient voués à s'effondrer. C'était vraiment, quand ils regardent a posteriori, tout ça, ça frôle l'absurde, ou le grand banditisme. Il y a des gens qui ont fait énormément
d'argent dans tout ça, parce qu'ils savaient que ça allait s'effondrer, mais ils savaient à quel moment s'en retirer avant que ça s'effondre. Mais quand on regarde le grand portrait de ça, ce qui est arrivé avec la marge de manœuvre qu'a obtenu Wall Street et compagnie, et je dis Wall Street, mais il y en a eu un peu partout, là. Ici, la déréglementation n'est pas aussi avancée qu'aux États-Unis, mais on a eu des phénomènes similaires. Donc, on a eu une crise qui s'est déclenchée, qui s'est répandue, et pour laquelle monsieur et madame tout le monde n'ont pas de responsabilité. Qu'est-ce qui est arrivé dans la foulée de cette crise-là? La crise était tellement profonde que ça risquait de faire s'effondrer le système économique international. Le système financier et entraîner toute l'économie mondiale et avec tous les remous que ça peut faire dans les sociétés. Donc, on a dit, ben là, les banques qui sont sur le point de disparaître, ils sont too big to fail, trop grosses pour qu'on les laisse disparaître, échouer, s'effondrer. Donc, on va les sauver. On les a sauvés avec l'argent public. Le gros des déficits qu'on a à combler vient de là. L'argent public qu'on a mis pour sauver des banques. Donc, quand on a eu Occupy Wall Street aux États-Unis, c'est un phénomène extrêmement révélateur. Il y a quelque chose de nouveau quand même dans la conscience des gens, un peu partout, qui se rendaient compte qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, quelque chose d'injuste qui se passe dans la façon qu'on canalise cet argent vers les banques, faire des sommes faramineuses, alors qu'on nous dit depuis des années, il n'y en a pas d'argent, il n'y en a pas d'argent, le gouvernement dépense trop. Et là, soudainement, on trouve des tonnes et des chiffres tellement élevés en termes de centaines de milliards, qu'on ne sait même plus comment les compter, en fait, on ne sait plus comment mettre des zéros, etc. Comment ça se fait qu'on est capable de déboucher soudainement, de débloquer soudainement autant d'argent pour des banques, alors qu'on ne l'a pas pour combattre des phénomènes comme la pauvreté ou la misère qui prendrait une fraction de cet argent-là. Ça en dit beaucoup sur les vraies priorités du système économique dans lequel on vit. Et Occupy Wall Street, c'est intéressant parce que ça donnait, les gens ne sont pas allés manifester devant la Maison-Blanche aux États-Unis. Ils sont allés devant Wall Street en disant le pouvoir est là, c'est là qu'il est pertinent de faire des manifestations. Et la réponse des autorités à ça n'était pas aussi cavalière qu'on l'a vu dans beaucoup d'autres mouvements. Ils n'ont pas envoyé la police tout de suite. Les autorités sentaient que les manifestants touchaient quelque chose de sensible dans la population. C'est vu jusqu'à Montréal. Ils sont sentis, là, le maire, à ce moment-là, sentait qu'il fallait qu'il laisse un peu d'espace au mouvement qui est en train de se faire parce qu'ils ont une faveur populaire très forte. Tout ça, c'est beaucoup disparu maintenant, malheureusement. On parle d'austérité en oubliant la responsabilité première de ces déficits-là, qui était la crise financière de 2007-2008. Et c'est dommage. Donc, est-ce que l'austérité, il n'y en a pas, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, comme le dit Philippe Couillard? Ça devient... Bon, c'était déjà difficile pour le gouvernement de tenir cette affirmation-là. Et je pense qu'une bonne partie de la population québécoise admet l'idée que l'austérité présentement, même si le gouvernement ne le reconnaît pas. Je pense que ça, la bataille du mot, on pourrait dire, a peut-être été gagnée. Nous, on avait l'impression qu'elle a été gagnée quand le terme est sorti au dernier bye-bye. Bye-bye 2014. Il y a eu un sketch sur l'austérité. Et quand on est rendu dans la culture populaire, comme ça, c'est un indicateur que, bon, on commence à être rendu, ça commence à être reconnu comme phénomène. Cela étant dit, les gens vont reconnaître qu'il y en a. Beaucoup de gens vont être d'accord avec l'application de l'austérité. C'est ça le problème qui subsiste encore. Beaucoup de gens sont d'accord avec ces politiques-là. Et maintenant, avec peut-être vous avez vu le micro-site sur l'austérité que l'IRIS a lancé, vous l'avez vu passer. Et on est assez fiers d'avoir sorti cette chose-là. Donc, c'est une compilation des mesures d'austérité pour dire à quoi ça ressemble exactement là, si on va à la base dans institution par institution. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces coupures-là, en termes de postes de services qu'on perd? Et ça vient renforcer encore plus l'idée que les sacrifices sont élevés présentement. Et donc, pourquoi est-ce que Couillard dit qu'il n'y a pas d'austérité? Parce que vous vous rappelez la définition initiale, c'est réduire les dépenses et augmenter les revenus. Et il dit, on n'est pas en train de réduire les dépenses. Si on regarde les dépenses au total, il dit, on a réduit le pourcentage d'augmentation des dépenses. Mais on n'a pas réduit les dépenses comme telles. On a juste ralenti le pourcentage. Quand on les regarde sur plusieurs années, on voit que la moyenne est très basse. Si on exclut le point dans le milieu qui est l'année électorale, les dépenses sont largement, en moyenne, en dessous du 2 %. Et 2 %, justement, c'est le chiffre qu'on va reconnaître
en dessous duquel on n'est pas capable de couvrir les coûts du système. Hein, donc les coûts d'inflation ou l'augmentation de la population. Si on est en dessous de 2 et là on l'est avec ce graphique-là, ben, on est en train d'offrir moins de services. On pourrait dire que techniquement on est en train d'offrir moins de services. Et quand on calcule d'autres façons, par exemple, prenant toutes les administrations ensemble, il y a clairement un recul de la présence du secteur public dans l'économie du Québec. Donc ça aussi, il y aurait un recul si on le présente de cette façon-là. Pour ce qui est des tarifs, l'autre volet, augmenter les revenus dans l'austérité, comme je l'ai dit, par le biais des tarifs, bien encore là, on s'aperçoit que la tarification augmente et, comme on le sait bien, avec l'utilisation des tarifs, on a une fiscalité qui est plus régressive. Ça veut dire que notre façon d'aller chercher de l'argent, de faire des ponctions fiscales dans la population, on va demander des sommes qui sont plus lourdes à porter pour les plus pauvres que les plus riches. Donc, ce que vous avez, c'est les quintiles de 1 à 5. Vous avez les quintiles les plus pauvres à gauche, les quintiles les plus riches à droite, le cinquième étant le 20 le plus riche de la population. Vous voyez le poids dans son revenu des hausses de taxes ou de la taxation en général est beaucoup plus faible. Sans surprise, quand vous allez au dépanneur, on ne vous demande pas de votre revenu avant de vous savoir comment vous vous chargez de TVQ. C'est pour ça que même s'il y a des compensations au bout de l'année, comme le crédit d'impôt pour solidarité, ultimement, l'utilisation des taxes est régressive. Alors qu'à l'inverse, un impôt, quand il est bien fait, peut être progressif, c'est-à-dire va demander des contributions plus grandes pour les plus riches. Donc, je passe relativement rapidement sur ces points-là. Encore une fois, je le dis, n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. C'est que je ne veux pas... J'ai tendance à ne pas être capable de me rendre à la fin de ma présentation quand je me mets à faire des grandes digressions, ce qui m'arrive souvent. J'essaie d'être discipliné aujourd'hui. Donc, c'est le premier topo sur l'austérité. Qu'est-ce qu'il y en a? Deuxième partie, c'est quoi les effets sur l'économie? Parce qu'on l'a dit, s'il y a des gens qui sont d'accord avec l'austérité, présentement, au Québec, c'est nécessaire. Il faut faire le ménage dans les finances publiques, on vit au-dessus de nos moyens, il faut couper dans le gras, et après ça, on va enfin pouvoir s'adonner à la relance économique et à la prospérité répartie pour tout le monde. Donc c'est ça, c'est la promesse de l'austérité, qu'un coup on aura fait le ménage, tout va bien aller. Alors si on le prend cet angle-là, si on prend froidement l'argument de la relance économique et de l'effet bénéfique de l'austérité, qu'en est-il? Un détour par ce qu'on a vu en Europe les derniers mois est assez utile. La situation de la Grèce n'est pas la situation du Québec. Ça serait malhonnête d'affirmer une telle chose. Cela étant dit, en Europe, un peu partout, on a vu l'impact qu'on a vu entre austérité et croissance économique a été vu un peu partout en Europe et a été vu aussi au Québec, même si c'est des proportions complètement différentes. La Grèce est un pays était placé au bord de la faillite. Le Québec a une dette qui est complètement sous contrôle, donc la comparaison, il faut faire très très attention à de la faire. Mais sur la dynamique d'austérité, sur la croissance économique, on voit les mêmes mécanismes à l'œuvre. Ce graphique-là, je vais prendre le temps de l'expliquer parce que c'est un de mes deux préférés de la présentation. Ça nous montre les lignes bleues, la croissance économique en Grèce. Donc vous avez la croissance économique dans les années, au premier trimestre de 2006 que ça commence. Donc vous avez 2006-2007, le niveau de croissance économique. Vous avez la crise des subprimes, quand je parlais des produits financiers complètement absurdes qu'on a laissé les banquiers offrir à des populations, sachant que tout ça allait s'effondrer, c'est les subprimes aux États-Unis qui ont entraîné l'économie mondiale ensuite. Donc la crise des subprimes a entraîné l'économie mondiale, y compris donc l'économie de la Grèce, qui était plus fragile, qui avait déjà des gros déficits, il faut le dire. Eh bien, donc, cette crise de subprime a entraîné la Grèce dans la récession. C'est quoi une récession? C'est quand la croissance est négative. Donc, vous voyez, le bleu s'en va vers le bas, parce qu'on a une récession. La Grèce est le pays le plus amoché, disons, de l'Europe. Il y en a plusieurs dans le sud de l'Europe qui étaient plus faibles pour des raisons dont ils ont encore là vraiment pas toute la responsabilité. Vous avez même qui ont été victimes de l'Union européenne ou de l'utilisation de l'euro. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la Grèce commence à être le maillon le plus faible parmi les faibles et se ramasse au bord du gouffre, au bord de la faillite. Donc, on a commencé à avoir une série de psychodrames sur la Grèce. Depuis 2010, on en a. En 2010, c'est est-ce qu'ils vont être capables de rembourser ou pas
leur dette. Ça continue d'être ça. Ça a été ça aussi dans la dernière année, les derniers mois, sauf que là, c'était avec la version du gouvernement beaucoup plus combatif contre les institutions qu'on a vu avec un gouvernement anticapitaliste, même le gouvernement Syriza. Donc, quand la Grèce s'est retrouvée au bord du gouffre en 2008, ici 2009, qu'on est rendu, ils ont dit aux institutions européennes, ben, venez nous sauver parce que sinon, nous, c'est la faillite. Les institutions européennes ont dit, OK, on n'est pas vraiment supposé faire ça, mais on va le faire parce qu'on ne veut pas que vous effondrez, que vous entraînez toute l'Europe avec vous et tout le reste du monde potentiellement. Donc, on va vous faire un plan de sauvetage, on va vous prêter de l'argent, mais en retour, vous allez faire le ménage. Hein? Vous allez faire le ménage dans vos institutions, c'est-à-dire que vous allez couper le salaire minimum, vous allez couper la pension des gens, vous allez mettre des fonctionnaires à la porte, vous allez couper en santé, en éducation, etc. Donc, vous allez imposer une médecine de cheval d'austérité, hein, qui était assez ressemblante d'ailleurs à ce qu'on a demandé beaucoup aux pays du Sud dans les années 70, 80, avec le Fonds monétaire international, etc. C'était vraiment particulier de voir le retour de ces politiques-là dans les pays du Nord. Hein. Ça avait été utilisé dans le passé pour, soi-disant, développer le Sud. Hein, finalement, c'est comme si on a une petite de drôle de logique dans laquelle, finalement, ça sponsorise le sous-développement du Nord. Hein. C'est une drôle de logique. Bref, qu'est-ce qui arrive avec le plan d'austérité, qui ont fait le ménage? Est-ce qu'on a relancé la croissance? Ben, pas du tout. Hein. C'est ce que vous voyez. Donc, les colonnes bleues qui plongent, c'est l'effet de l'austérité sur la Grèce. Ça a été un effet catastrophique. C'est un effet complètement contre-productif et qui a été renforcé par le deuxième plan d'austérité. Hein, ce qui a créé, avec des récessions comme celle-là, la dette fait juste comme s'emballer, augmenter à des niveaux qui sont très élevés et que tout le monde s'entend pour dire que ça ne sera pas possible de rembourser cette dette. Donc, je n'irai pas trop loin sur la Grèce parce qu'elle est en soi porteuse là, de beaucoup de réflexions sur ce que peut vraiment signifier ce qui est en train de se passer là et ce qui pourrait se passer ailleurs, en Europe d'abord et avant tout. Et aussi dans le volet politique hein, de la chose. À un moment donné, on se rend compte que c'est plus tellement de l'économie qu'on fait. Hein, c'est vraiment des questions qui sont très politiques, qui sont très dans la question du rapport de force. Bref, mais cette logique qu'on a vue à petite échelle en Grèce, on l'a vu à peu près partout en Europe. Hein, même le FMI l'a reconnu, ils ont fait une espèce de mea culpa qu'ils avaient mal prédit, anticipé l'effet contre-productif des politiques d'austérité. Donc, après la crise, comme on l'a dit au début, a nécessité l'investissement d'argent public. Et quand on a investi de l'argent public, on endette les États, on crée des déficits. Et dans une logique keynésienne, ça peut être tout à fait une bonne idée de relancer de cette façon-là des économies pour qu'elles repartent dans une récession. Après ça, il va falloir stabiliser ces dépenses-là. Et là, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on le fait? Hein? Quand est-ce qu'il faut le faire? Et là, le bilan assez évident qu'il faut faire de la façon dont on a géré la crise de 2007-2008, c'est qu'on s'est mis à couper alors que l'économie n'est à peu près pas redémarrée. Et ça, c'est vrai aussi pour le Québec. On s'est mis à couper très vite, on s'est mis à étouffer une économie qui peinait à repartir. Donc, c'est cette logique-là qu'on ne mentionne pas assez souvent. Je dirais peut-être les deux idées qui ne sont pas assez mises de l'avant présentement, c'est la première que je mentionne tout à l'heure, les origines de cette crise. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde qui souffre des coupures présentement qui est responsable du déclenchement de cette crise, qui est responsable des déficits, première chose. Et deuxième idée, chose qu'on n'entend pas assez souvent, c'est le fait que même d'un point de vue froidement économique, c'est contre-productif. Ces sacrifices-là ne permettent pas d'atteindre les objectifs qui nous disent qu'on va atteindre. Et ça, c'est important parce que c'est supposé être le cœur de leur argumentaire à nos adversaires qui sont favorables à ces politiques d'austérité. Et c'est particulièrement frappant de voir la force idéologique de cette approche-là d'austérité dans le monde présentement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui défendent réellement le fait que ça puisse fonctionner l'austérité. Hein. Il y a tellement d'économistes de droite qui se sont élevés contre l'austérité en se rendant compte que c'était trop tôt, hein, pas pour des questions de principe, parce que sur eux, ça ne fonctionne juste pas présentement. C'est assez impressionnant de voir à quel point le train est impossible à arrêter. Ça aussi, ça invite à beaucoup de réflexions politiques sur ce qui est en train de se passer dans le monde présentement. Ça va aller davantage, ça va mieux s'accorder à l'autre définition de l'austérité que je vais vous proposer bientôt. Petite autre chose à voir sur la Grèce, c'est évidemment que les chiffres sur la croissance, ça peut apparaître très abstrait.
Évidemment, dans la vie des gens, ce ne l'est pas. Avec une récession, vous avez l'explosion du taux de chômage. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, autrement, on va manquer de temps. Ici, vous avez un tableau dans un journal britannique qui essaie de montrer l'intensité des politiques d'austérité croisée avec la croissance dans les pays qui ont appliqué de l'austérité. Donc, ce que vous avez, l'axe des X en bas, vous avez la force de l'austérité, l'intensité des politiques d'austérité. Donc, vous avez la droite qui est complètement, la Grèce est complètement à droite, donc celle qui a le plus appliqué de politiques d'austérité. Et vous avez la croissance sur l'autre axe. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, plus d'austérité en Grèce, plus de déficit. En Espagne, au Portugal, ils ont appliqué aussi beaucoup d'austérité et ça les a amenés aussi à avoir des récessions. Et vous avez à l'autre extrême l'Allemagne et les États-Unis, qui sont retrouvés aussi pendant un temps avec des déficits, et eux, ils ont appliqué beaucoup moins d'austérité. Les États-Unis, c'est un cas assez emblématique. Ça ne va pas nécessairement bien aux États-Unis, mais ils n'ont pas rentré dans le même délire d'austérité que la plupart des pays en Occident, pour différentes raisons. Et ils semblent s'en être un peu mieux tirés aussi. Donc, il semble y avoir un lien ici entre plus les politiques d'austérité sont intenses et plus le recul de la croissance est important. Bon, et mon autre graphique préféré, c'est celui-là. Est-ce que c'est un échec ou c'est une réussite, ce qu'on a fait avec la Grèce? Bien, ça dépend pour qui. C'est peut-être la façon dont on peut le présenter. En Grèce, vous avez dans ce tableau-là 2009 et 2014. En haut, c'est 2009, en bas, c'est 2014. En haut, c'est donc avant les plans de sauvetage, et en rouge, c'est après les plans de sauvetage. En bleu, c'est l'exposition des banques à la dette de la Grèce, et en rouge, c'est l'exposition des États à la dette de la Grèce. Donc, si la Grèce fait faillite, qui perd son argent là-dedans? Ou qui risque de perdre son argent avant une faillite? Bien, avant les plans de sauvetage, c'était majoritairement des banques, et après les plans de sauvetage, c'est essentiellement des États. Donc, il y a eu un transfert du risque advenant une faillite de la Grèce. Et ça a été dit à plusieurs reprises, dans tous ces plans massifs d'austérité, l'argent faisait à peine transiter par la Grèce. Ça ne pouvait même pas se rendre parce que cet argent-là sert uniquement, je dirais, à 95 à rembourser des créanciers. Là. Quand on dit un plan d'aide de 80 milliards, ce n'est pas le gouvernement qui commence à dépenser 80 milliards dans l'économie grecque, c'est 78 milliards peut-être qui sert uniquement à rembourser des créanciers. Donc, on a eu cette transformation de la composition de la dette. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que soudainement, les États européens, en partant avec l'Allemagne, sont sentis peut-être un peu plus agressifs avec la Grèce dans les derniers mois. Peut-être parce qu'on a eu cette transformation-là, que les banques étaient moins exposées, et donc là, qu'on pouvait reproduire un pattern dans lequel c'est les États qui vont essuyer les contre-coups de l'effondrement. Vous avez une question? On remplace une dette par une dette? Oui. Et, oui, effectivement. Donc, si on se place du point de vue des banques, c'est une formidable réussite, les plans d'austérité, les plans de sauvetage en Grèce. Wall Street s'est remis à fonctionner très bien. Alors ça, c'est il y a un an déjà, où on a battu des records quelques années à peine après la crise. Dans le capitalisme, la partie financière du capitalisme s'est mise à être vraiment rentré en ébullition, tandis que l'économie réelle, le nombre d'emplois, par exemple, lui, a beaucoup de mal à reprendre le niveau de ce que c'était avant la crise. Donc, on a, aux États-Unis, c'est un peu comme ça qu'on peut voir la relance. Est-ce que c'est fragile ou c'est solide aux États-Unis? Mais c'est moins pire qu'en Europe, la situation. Mais quand on regarde la relance, c'est beaucoup axé sur du capitalisme financier. On ne sait pas jusqu'à quel point ça va être solide, tout ça. Mais quand on regarde la crise et la reprise au Québec, si on la compare avec d'autres crises, celle de 82 et 91, vous voyez celle de 2009, c'est la dernière, en rouge, vous voyez la crise a été moins profonde au Québec et au Canada. En particulier, les économies ici ont été beaucoup moins touchées qu'à peu près tout le reste de l'Occident par la crise économique. Et ce qu'on s'aperçoit, par exemple, c'est que la relance est beaucoup plus lente. Ce qui fait dire à beaucoup de gens qu'on est rentré dans une époque de stagnation économique qui pourrait se prolonger pendant de nombreuses décennies. C'est un phénomène nouveau pour l'économie capitaliste mondiale et qu'on n'a pas fini de tout comprendre ce qu'il y a là-dedans.
Et si ça devait effectivement se prolonger, il y a beaucoup de choses qui sont intenables dans notre société, qui misent beaucoup, beaucoup sur la croissance, hein, ce qui est en soi aussi un problème. Conséquences sur les hommes et les femmes, on voit que ces femmes qui ont surtout payé pour les mesures d'austérité, et on se rend compte que c'est elles qui ont moins bénéficié des politiques de relance. On a fait des investissements, on a fait des types d'investissements qui servaient surtout des projets où c'est davantage des travailleuses masculins. Donc, on a, à travers l'austérité, là, on n'a certainement pas contribué non plus à l'austérité des hommes et des femmes. On a fait une étude là-dessus, c'est pour ça que j'ai pu rentrer ce trafic-là. OK. Donc, ce que j'ai dit dans cette partie-là, la question de l'économie, même d'un point de vue économique, c'est stupide, en fait, l'austérité. Ce qui devrait être la force de nos adversaires, en fait, c'est absolument pas convaincant. Pourquoi l'austérité au Québec? Bon, il me reste déjà une vingtaine de minutes. Je ne vais pas prendre trop de temps sur cette partie-là parce que ici, on cherche à expliquer comment le gouvernement nous a fait accepter l'idée qu'on avait un déficit colossal à résorber au plus vite. On nous a fait gober ça, alors que, franchement, il n'y avait aucune inquiétude à avoir au Québec. Et non seulement l'austérité, c'est contre-productif, mais c'est particulièrement dur à justifier dans un Québec où le déficit était aussi petit. Donc là, il faut distinguer déficit et dette. La dette du Québec, c'est à l'intérieur des provinces du Canada. La dette est effectivement